Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et on va regarder ensemble le nouveau livre d'armée des flèches hitters courtes. Alors, pour toutes les personnes qui s'attendaient à une modification des règles des flèches hitters courtes, vous allez être légèrement déçus. Vous allez conserver principalement les anciennes règles de flèches hitters courtes que vous avez depuis la V3, avec une modification quand même importante de la manière dont on va jouer. Donc ceci est très positif pour l'armée. Vous allez voir, ça va être très agréable. Cependant, vous allez devoir faire un peu plus de choix qu'avant, ce qui est toujours un point positif. Je tiens à mettre aussi un peu en lumière le fait qu'on va avoir aujourd'hui, je pense, le début d'un power creep. Vous allez voir, il y a des règles qui sont très fortes qui vont s'appliquer à des unités. Et les joueurs fléchisseurs courtes ne pourront que être très contents de la qualité de ce livre d'armée que nous allons regarder ensemble. Donc comme je vous disais, on va commencer par les Battle Trails. Vous allez voir, vous allez jouer d'une nouvelle manière, mais une manière qui est un peu similaire à l'ancienne. Donc pour faire simple, vous allez devoir choisir, c'est une obligation, au début de tous les tours, donc start of any turn, votre tour et celui de l'adversaire, une désillusion. Cette désillusion va s'appliquer pendant tout le tour. Et de manière globale, vous me dites comment on va choisir, c'est très simple. À part au tour 1, donc le tout premier tour de jeu, où là vous allez choisir vous-même cette désillusion, vous allez lancer un D6. Si le résultat est 1 ou 2, vous allez devoir choisir une désillusion différente de celle que vous avez pris le tour d'avant. Donc à partir du tour 2, je rappelle qu'un battle round est composé de 2 tours, donc techniquement vous allez avoir 10 tours, donc vous allez pouvoir choisir 10 désillusions différentes. Donc la première, vous la choisissez au tour 1. Au tour 2, donc quand votre adversaire va jouer ou vous, selon si vous êtes premier joueur ou deuxième joueur, vous allez donc rouler ce D6 et bien sûr choisir par rapport au résultat. Donc 1, 2, vous êtes obligé d'en prendre une autre. Et cette capacité, vous êtes obligé de la faire à tous les tours, d'accord? 3, 4, vous must pick, vous devez conserver la désillusion que vous aviez. Ok? Donc ça, pour le moment, rien de particulier. 5, 6, vous allez pouvoir faire comme si vous étiez au tour 1, donc choisir une nouvelle désillusion. Donc globalement, quand vous choisissez une désillusion, cette désillusion s'applique et vous allez choisir un bonus. Attention, vous avez donc des petites subtilités. 3-4, ce qui est très intéressant, c'est que vous conservez la désillusion que vous avez même si le héros est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que vous avez 2 désillusions sur vos traits de battle, et ensuite chaque héros abhorrente en porte un. Donc globalement, vous allez pouvoir customiser votre armée, vos désillusions par rapport au bonus que vous allez choisir. Si vous n'êtes plus tour 1, donc le tout début du jeu, et vous roulez donc un 1 ou un 2, vous avez compris, vous êtes obligé de la changer par rapport à celle que vous aviez pris au tour d'avant. Vous ne pouvez pas prendre la même. 3, 4, vous conservez la vôtre. 5, 6, vous êtes donc comme si vous étiez tour 1, vous allez pouvoir en choisir une, sachant qu'il n'y a rien qui vous interdit de rechoisir la même. Donc globalement, à part si vous faites un 1 ou un 2, vous avez toujours un effet qui est positif. Les désillusions, vous allez voir, c'est des bonus qui s'appliquent donc pendant tout votre battle round, votre start, votre tour, je veux dire, et donc qui peuvent être à géométrie variable. Vous allez avoir la possibilité de choisir les bonnes désillusions au bon moment pour booster je veux dire, votre armée et faire en sorte qu'elle soit toujours efficace. D'accord? Donc sur vos règles d'armée, vous avez 2 désillusions. Donc la première, c'est Splendid Package, qui vous dit que quand vous croyez à cette désillusion, donc quand vous l'avez choisie, à chaque fois qu'une unité flèche hitter courte, donc il n'y a aucun mot-clé à ce niveau-là, à part être fake, est entièrement à 12 d'un flèche hitter courte héros. C'est l'encadrement. Vous allez voir, la structure est toujours pareille. C'est entièrement à 12 d'un héros, vous avez un bonus. Et des fois, quand vous êtes entièrement à 12 de certains héros, le bonus est augmenté. Donc là, à chaque fois qu'une unité flèche hitter courte entièrement à 12 d'un héros fait une course, si vous faites un 1, 2, 3, la valeur est considérée comme 4. Donc vous allez fiabiliser le mouvement de votre armée. Très intéressant pour avoir une projection, parce que vous savez que globalement, si cette désillusion est choisie, vous avez toujours un 4+ en course, ce qui va vous permettre de fiabiliser par exemple des tactiques pour sortir du terrain, ou éventuellement aller prendre un objectif, ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui globalement est bon et efficace tout le temps. Le deuxième point que vous donne cette désillusion, c'est que si vous êtes un flèche hitter courte infanterie héros, et que vous êtes en combat de range, donc c'est 3 pouces actuellement dans le jeu, d'une unité
comment ça s'appelle, Flèche Eater courte infanterie, donc la cavalerie, les monstres ne sont pas éligibles à cette règle, qui a 5 modèles ou plus, vous n'êtes pas visible à 6 pouces. Donc on connaît le attention messière qui vous dit que quand un héros est à côté d'une autre unité qui n'est pas héros, vous n'êtes pas visible à 12 pouces si vous êtes sur un mot-clé infanterie. Sinon, si vous n'avez pas le mot-clé infanterie, vous avez -1 pour être touché au tir. Là, cette règle-là, c'est la même, mais boostée. Globalement, il faut être à 6 pouces, donc c'est même plus dans les 12, donc là, vraiment, vous n'êtes pas visible. Donc, ce qui va vous permettre de protéger tous vos petits héros Flèche Eater courts qui vont vous apporter des bonus ou des désillusions différentes. Donc, celle-ci est très intéressante. Je pense qu'elle peut être facilement utilisée au T1 si vous ne savez pas comment ouvrir, ce qui fait que si jamais vous faites un 2 ou un 1 au tour d'après, vous aurez toujours le choix de prendre une autre désillusion plus puissante. La deuxième, c'est un passif aussi, qui vous dit que vous avez +1 pour les jets de touche pour toutes les unités Flèche Eater courtes qui ont chargé ce tour et qui sont entièrement à 12 d'un héros. Donc là, pareil, c'est toute votre armée est éligible, les héros sont entièrement à 12 d'un héros aussi, dès que vous avez chargé. Attention, le mot-clé compagnon n'étant pas affecté, vos compagnons n'auront pas +1 touche. Mais globalement, vous avez un +1 touche sur toute l'armée. Aujourd'hui, on sait que l'attaque en règle dégrade votre save de 1, donc cette désillusion, vous allez pouvoir prendre peut-être au tour 2, tour 3, au moment où vous allez combattre finalement, est une très très bonne règle. Donc pareil, vous avez 2 outils pour le moment qui vous donnent de la mobilité du fait de ne pas être visible à vos héros infanterie, et une autre qui vous donne +1 touche. Ça reste très très fort. Attention, combat-attaque, je rappelle pour les personnes qui ne sont pas familiers au vocabulaire, que ce n'est que le corps à corps, d'accord? Donc ça, ce sont votre structure d'armée, les désillusions. Nous allons faire le point après avec d'autres héros qui vont apporter des désillusions supplémentaires. Donc toute la difficulté de cette armée, ça va être de constituer un roster qui soit à la fois équilibré dans les désillusions que vous avez besoin pour booster votre armée, tout en n'investissant pas trop de points dans les héros pour ne pas vous retrouver à avoir trop de choix et finalement de ne pas savoir quoi utiliser au bon moment. Voilà. Maintenant, nous allons regarder la deuxième partie des règles qui ne sont pas des désillusions, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir appliquer à tous les tours, c'est des choses qui seront faisables en situation. Donc la première, c'est le Royal Blood qui vous dit que One Spartan Army Your Hero Phase, donc une fois par tour à votre phase de héros, vous allez prendre Any, donc autant de Abhorrent que vous avez, et vous allez sonner D3. Donc globalement, c'est une survivabilité augmentée pour tous les héros qui ont le mot-clé Abhorrent. Donc les mots-clés sont en bas des War Scrolls. Vous avez héros, bla, sorcier, machin, truc bidule. Donc Abhorrent, généralement, c'est les seigneurs, on va dire. Donc soigner D3, ça reste une très très bonne occurrence de soins. Globalement, quand vous faites un ralliement sur un héros, vous jetez 6D, c'est 4+, ça vous soigne de 3 PV. Là, c'est D3, la moyenne c'est 2, donc vous avez quasiment un ralliement gratuit. Donc une très bonne règle, sachant qu'on vous demande même pas ne pas être engagé, donc vous pouvez le faire en combat. Faut juste pas oublier à se soigner à toutes vos phases de héros à vous. La suivante, c'est une modification que les fléchiteurs courtes avaient de pouvoir réanimer des unités. On utilisait des points de noblesse, ça c'est fini, plus de points de noblesse, vous avez compris. Là, c'est une One Spartan Army Your Movement Phase, donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins stable, beaucoup moins fiable que pouvait être avant, parce que vous pouvez le faire n'importe quand. Mais globalement, c'est beaucoup plus simple et ça va dans la lignée de tous les autres livres d'armée, donc on est content quand on va jouer contre Fake. C'est votre phase de mouvement pour un point de PC, donc un point de commandement. Si vous avez un abhorrent sur le champ de bataille, donc je pense qu'on aura au moins un abhorrent, mais si tous vos abhorrents sont détruits, vous ne pourrez plus le faire. Vous allez pouvoir choisir une unité de serre ou de knight, donc c'est quasiment tout le monde à part les monstres, qui ne sont pas héros bien sûr. Et vous allez pouvoir remplacer à la moitié effectif, entièrement à 6 du champ de bataille, d'un bord de bataille, je veux dire, et à plus de 9 des adversaires. Donc c'est ce qu'on faisait déjà en fake, ce que vous disiez déjà. Donc globalement, ça change rien, sauf que maintenant c'est fiable. C'est un PC, cependant, c'est qu'une seule unité, votre phase de mouvement, donc ça sera que 5 fois dans une partie. Normalement, au T1, on perd pas trop d'unités, donc ça on va dire 4 fois dans une partie. Je trouve ça bien. Ça rentre dans ces raises un peu logiques que tout le monde a la même, et on sort de ce truc un peu cassé, on pouvait remonter plusieurs unités si on avait assez de points. Donc voilà, quelque chose qui est positif. On met en parenthèse cette capacité, parce que vous allez voir qu'il y a des règles dans le BT qui vont trigger ces effets-là, donc ça peut toujours intéressant. Non, c'est la règle d'après qui est en trigger, c'est pas bien grave. Vous avez du coup une deuxième règle qui s'appelle Must Guard, qui se fait One Spartan Army Your Movement Phase, donc là pareil, à votre phase de mouvement seulement. Vous allez pouvoir prendre une unité noble, donc avant on avait abhorrente et je sais plus c'était quoi l'autre mot-clé. Globalement, si vous n'êtes pas abhorrente, vous êtes noble. Vous verrez sur les mots-clés.
Donc vous choisissez ce héros et donc vous choisissez ces héros et vous allez choisir une unité entièrement à 12 de ces héros, donc les nobles. Et du coup, si vous choisissez une unité de serre, vous remontez 3 modèles. Si vous choisissez une unité de knight, vous remontez un modèle. Et donc c'est ce que je disais, vous allez avoir des règles qui vont pouvoir booster cette capacité de res, globalement, de remonter des unités. Donc si jamais vous ne jouez aucune unité noble dans votre armée, vous ne pourrez pas le faire. Si vous jouez 2 unités nobles, vous allez pouvoir choisir 2 unités pour lesquelles faire du repop, ainsi de suite, ainsi de suite. Cependant, il est bien écrit qu'une unité ne peut pas être sélectionnée 2 fois pour du reste. Donc si vous avez 2 héros nobles entièrement à 12 de la même unité, vous n'allez pas pouvoir remonter 6 serres ou de knight. Cependant, ça vous reste une règle de repop qui est fiable, qui a toutes vos phases de mouvement, vous n'avez plus besoin d'avoir de points, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bien sûr, sous certaines conditions, c'est un nerf par rapport à avant, mais globalement, ça va stabiliser, lisser l'armée à ce niveau-là, et ça peut être moins frustrant d'affronter aussi une armée Fleischer courte. Et la dernière, donc celle-là, elle va être considérée aussi comme un nerf global sur l'armée. Cependant, vous allez voir qu'avec toutes les autres règles, ça va se rééquilibrer. C'est une once par battle army, donc une seule fois dans la bataille. En phase de combat, vous allez choisir unité Fleischer courte héros qui est engagée. Et pour le reste du tour, vous ajoutez une caractéristique d'attaque des armes de mêlée qui inclut les compagnons pour toutes les unités Fleischer courtes entièrement à 12. Donc cette règle, vous la connaissiez en fait. Avant, c'est dès que vous aviez 6 points de noblesse sur un héros entièrement à 12 plus une attaque. Maintenant, c'est une seule fois par partie et c'est un héros qui est engagé. Donc c'est beaucoup plus restrictif, mais l'effet était tellement fort que globalement, on est content de voir ce rééquilibrage. Mais comme je vous dis, pas d'inquiétude, vous avez d'autres règles à côté qui vont venir booster votre armée et donc qui vont venir compenser un peu ce nerf. On peut avoir l'impression que c'est un nerf, mais finalement, vous verrez qu'à la lecture de tous les points de règle, ce n'est pas le cas. Donc on comprend bien, Flesh Eater courte, aujourd'hui, c'est l'obligation de choisir une désillusion au début de chaque tour. Si jamais vous ne savez pas comment on fait, je vous rappelle, on jette un D6, 1, 2, vous devez en choisir une différente de celle que vous avez choisie avant, 3, 4, vous devez conserver celle que vous avez même si le héros qui l'a portée est mort, 5, 6, vous choisissez celle que vous souhaitez, tout simplement. Maintenant qu'on a vu ça, on se rappelle les autres règles. Les arborantes se soignent de D3 à toutes vos phases de héros. En phase de mouvement, si vous avez un arborante sur le champ de bataille, pour un PC, vous pouvez réanimer une unité Serre ou Knight qui est mort à milieu d'effectifs, entièrement assise à bord du terrain et à plus de 9 des adversaires. Vous allez pouvoir aussi, si vous avez des nobles sur le champ de bataille, choisir autant de nobles que vous en avez, choisir une unité entièrement à 12. Si c'est des serres, remonter 3 modèles. Si c'est des knights, on en remonte 1. Et une fois par bataille, si un héros Flesh Eater courte est engagé, vous pouvez ajouter plus une attaque, compagnon inclus, entièrement à 12 de ce dernier. Les désillusions, en générique, nous avons du coup possibilité de faire un jet de course entièrement à 12 d'un héros Flesh Eater courte qui est minimum de 4, et si vous êtes infanterie, vous n'êtes pas visible à 6. Ou la seconde, une fois, c'est plus un touche pour les unités entièrement à 12 des héros. Donc globalement, on comprend qu'il va falloir respecter des bulles, ce qu'on a l'habitude de faire, et on va devoir respecter des mots-clés. Voilà. Maintenant, nous allons regarder les battle formations. Donc je vous rappelle que vous avez 2 autres battle formations qui sont The Scourge of the Giran qu'il faut prendre en compte dans la rédaction, la lecture de ce BT qui seront à apporter jusqu'à l'année prochaine. Notamment les traits de monture qui vous rajoutent des attaques, vous allez voir sur certains profils de monstres, qui peuvent être quand même très très significatives, donc à conserver en état, ça reste des bonus, même s'ils sont temporaires, à prendre en compte. Je note juste le petit point négatif, qu'il n'y a pas de trait de monture, donc vous en avez avec Scourge of the Giran, vous n'en avez pas dans la livre d'armée. Je suppose qu'on en aura du coup après Scourge of the Giran tout le temps des nouveaux qui ont changé, ce qui reste quand même une règle intéressante. Alors, les battle formations. Donc la première, c'est un passif. On vous dit que vous ajoutez 1 à la pénétration des armes de mêlée utilisées par les knights. Donc les knights, c'est le mot-clé qui est en bas de vos unités. De toute façon, c'est les Morbid Knights et les horreurs. Et je crois pas ah si, et il y a les flayers. Voilà, c'est les 3 unités qui sont knights dans le BT. Quand elles ont chargé ce tour-ci et qu'elles sont entièrement à 12 d'un héros Flesh Eater court. Donc les knights, on savait que c'était des unités qui pouvaient manquer un peu de pénétration. Globalement, les Morbid Knights étaient qu'en reine -1 sur les lances, les horreurs n'avaient pas de reine de mémoire, et les flayers étaient qu'en reine -1, dégâts 1. Donc là, quand vous prenez cette sous-faction, je pense qu'on la prendra quand on va jouer principalement du knight, vous chargez, vous êtes entièrement à 12 d'un héros, boum, plus 1 de pénétration.
vous allez souvent être entièrement à 12 d'un héros pour pouvoir avoir vos bonus qui sont les désillusions. Donc globalement, c'est une très bonne sous-faction. Vous allez voir qu'il y a des unités qui ont très très bien performé avec ça. Attention, ça ne s'applique pas aux compagnons, ce n'est pas écrit. Donc les montures qui restent en Rennes-1, dégâts 2 des Morbeg Knight ne passeront pas en Rennes-2, dégâts 2. Heureusement, parce que c'est quand même déjà bien assez fort en état. La deuxième, The Lord of the Manor, donc qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez utiliser une ability, une capacité qui vous permet de retourner un modèle, donc de réanimer à la vie un modèle dans une unité. Si c'est une unité de serbe, vous allez rajouter un modèle supplémentaire en plus. Si c'est une unité de knight, sur 4+, vous en rajoutez un supplémentaire. Donc ça englobe globalement votre capacité en phase de mouvement sur les nobles. Donc si vous choisissez 3 serbes, vous allez en ramener 6. Si vous choisissez un knight, vous allez en ramener un knight, plus sur un 4+, un second. Ça marche aussi sur les ralliements. On ne parle pas de... Ce sont toutes les abilities qui ramènent des modèles. Donc pareil, si vous faites un ralliement, si vous ramenez par exemple un knight, parce que vous avez roulé 4, 5, 4+, vous avez la possibilité sur un 4+, de ramener un supplémentaire. Si c'est du cerf, vous allez pouvoir redoubler. Donc globalement, c'est une très très bonne sous-faction qui va vous permettre de fiabiliser les ralliements, qui va vous fiabiliser leur res. Bien sûr, ça demande une construction de liste aussi autour de nobles ou alors cette volonté de réanimer des modèles. Alors attention, quand vous réanimez une unité à mi-effectif, cette unité est en maximum bloquée au demi-effectif, vous n'allez pas pouvoir en réanimer par-dessus. Je préfère préciser. La suivante, The Royal Hunt, c'est Once per turn Army End of any turn, donc à la fin de n'importe quel tour de jeu. Vous allez pouvoir choisir des unités de serre qui sont en combat, donc actuellement le en combat c'est 3 pouces, peut-être que ça changera plus tard dans le jeu. Et du coup, pour chaque cible de serre engagée, vous allez faire un mouvement de peeling, donc globalement pouvoir vous bouger de 3 pouces, ce qui est toujours intéressant, et faire le mauvais D3 sur 2+, D3. Bon, ça permet de ramener du chip dégâts. Si vous jouez beaucoup de serres, bah, ça peut être intéressant pour pouvoir faire des mouvements d'engagement, prendre des objectifs, des choses comme ça. Cependant, si on joue beaucoup de serres, je ne sais pas si on préférera pas peut-être jouer le Lord of the Manor, à voir. En tout cas, c'est quelque chose qui est très générique sur AOSV 4, qu'on connaît depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est la sous-faction la plus intéressante, en tout cas, elle a le mérite, on va dire, d'être là. Et la dernière, c'est la Royal Ménagerie, donc elle a vraiment changé par avant. Donc quand vous avez une unité flécheteur courte qui est monstre ou beast, pareil, c'est des mots-clés qui sont en bas, généralement c'est des unités 100 héros au-dessus, qui sont entièrement à 12 d'un flécheteur courte héros. Cette unité va pouvoir utiliser un rampage, même si elle a déjà été utilisée par un autre monstre. Donc globalement, il va falloir jouer 2, voire 3 monstres identiques qui vont pouvoir utiliser 3 fois le même rampage. Ça reste fort, cependant, il faut quand même respecter les bulles. Et sinon, si vous faites un jet de charge non modifié de 9+, donc ça commence à être on connaissait 8+, pour avoir des buffs, la 9+, ça commence à être très dur, vous avez Strike First. Donc globalement, une sous-faction, si vous jouez plusieurs monstres ou beasts, peut être intéressant, mais une fois de plus, c'est en construction de liste. Donc là, vous avez l'opportunité, sur ces 4 sous-factions, si vous jouez beaucoup de Knights, celle des Knights, les monstres, celle des monstres. Si vous jouez des serfs, soit The Royal Hunt, soit The Lord of the Manor, qui va vous permettre de fiabiliser le reste. Si vous ne savez pas quoi faire, The Lord of the Manor est très très stable, donc je pense qu'on peut partir sur celle-là. Alors maintenant, on va regarder les traits héroïques. Et les artefacts, n'oubliez pas, vous avez ceux aussi de Scourge of the Giran qui peuvent venir compléter ces bonus. Donc la première, c'est un passif qui est très très fort, qui vous dit que vous allez ignorer le premier dommage alloué à cette unité qui porte ce trait héroïque à chacune des phases. Donc globalement, ça peut, si vous prenez des dégâts D3 en phase de héros, en phase de charge, en phase de tir, en phase violette ou en phase de combat, ça va quand même vous permettre de réduire 4, 5 dégâts par tour, donc c'est vraiment très très fort. Et en plus de ça, vous avez la possibilité, quoi c'est pas la possibilité, c'est factuel, vous ignorez toutes les weapon ability autres que les compagnons. Donc les compagnons, ça ne change rien. Cependant, toutes les armes qui ont crit mortel, plus un dégât en charge, crit to hit, je sais pas quel autre bonus qu'on peut trouver à ce moment-là, anti-charge plus un rain, vous voyez ces trucs-là, sont ignorés. Donc ça reste très très bien sur un héros qui aura plutôt une vocation à combattre, donc on ignore des dégâts et en plus vous supprimez ces bonus-là. Attention, c'est ces bonus si on vise ce héros, hein. C'est pas, ça n'enlève pas les bonus des armes, c'est si on le cible lui.
Donc pour des héros totems ou des choses comme ça, ou un héros sur Dragon Zombie ou Terrorgeist, un très bon trait héroïque qui va augmenter votre survivabilité. La deuxième, Savage Beyond Reason, je pense que c'est celle qui sera le plus souvent utilisée si vous prenez un Terrorgeist ou un Dragon Zombie. Vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée, incluant les compagnons. Et si vous n'avez pas utilisé de Fight Ability au tour d'avant, c'est plus 2 attaques cette fois-ci. Donc globalement, plus 1 à plus 2 attaques sur des monstres, vous allez voir, qui ont des beaux profils de combat. Ça se prend, vous allez voir qu'il y a des combos, ça ne rigole vraiment pas de pouvoir faire des monstres ultra puissants avec ce trait héroïque. Et la dernière, elle est plus situationnelle. Je pense que certains joueurs peuvent aller le chercher quand vous ne savez pas quoi prendre. Si vous n'avez pas de gros monstres qui combattent ou de personnages totems qui peuvent, entre guillemets, avoir besoin de se protéger, Cruel Taskmaster, c'est Your Charge Phase seulement. Et en gros, vous allez choisir unité fléchiteur courte entièrement à 12 du porteur de ce trait, et elle peut relancer les jets de charge. Donc pas mal, parce que c'est un PC la relance de charge, sachant que vous pouvez piquer, c'est un non-héros, donc vous ne pouvez pas prendre de héros, mais globalement, pour faire relancer des horreurs, des flayers, des choses comme ça, ça reste très stable. Donc si vous ne savez pas quoi prendre, vous prenez celle-là, sinon, globalement, sur des héros qui combattent sur des gros monstres, les deux autres sont peut-être un peu plus intéressantes. Alors, dans les traits des Artifacts of Power, le premier, Splintered Femur, bon, c'est un petit peu anecdotique, je pense. Ça se fait en phase violet, donc End of Any Turn. Vous allez choisir un ennemi avec lequel vous êtes engagé, donc dans les 3 pouces. Vous allez lancer un D3 et prendre l'un des effets suivants sur un 2+. Donc déjà, on n'aime pas trop les D3 2+, pour un effet, parce que souvent, ça fait pas grand-chose. Le premier, si vous avez infligé des blessures mortelles égales au jet. Bon, globalement, 2 à 3 BM, c'est pas exceptionnel pour un artefact. Ou l'autre effet, vous allez mettre -1 au power level si c'est un sorcier ou un prêtre jusqu'au début du tour d'averse. Donc contre un sorcier ou un prêtre, c'est pas mal, mais normalement, le porteur de ce trait-là, il a tué le sorcier, quoi. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Et si jamais c'est une manifestation, elle est banish. Bon. Aujourd'hui, on voit des manifestations qui sont fortes arriver, notamment en Idonet, des choses comme ça. Je ne sais pas si les autres armées qui vont sortir auront des manifestations très très fortes aussi, mais je trouve que celui-là, il est un peu anecdotique, parce que quand vous avez vraiment besoin de votre 2+ sur un D3, souvent il n'est pas là, donc voilà, moyen moins, je trouve. Alors que vous avez le Charnel Vestment, qui lui vous dit que le porteur de cet artefact, s'il n'est pas prêt, il devient prêtre 1. Et s'il est déjà prêt, il a +1 sur ses jets de récitation. Donc globalement, c'est très fort pour fiabiliser vos prêtres, ou pour transformer un héros random en prêtre. Les prières sont très bonnes en fléchiteur courte. On vous dit que cependant, si le porteur était déjà sorcier, vous ne pourrez pas utiliser un sort si vous utilisez une prière, et si vous utilisez une prière, un sort. Donc c'est soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre. Vous ne pourrez pas manger à tous les râteliers. Donc globalement, il est déjà meilleur que celui d'avant. Et le troisième est vraiment très très intéressant. On vous dit que le porteur, s'il a chargé ce tour-ci, va pouvoir choisir l'unité avec laquelle il est engagé en phase de combat, lancer un dé si le jet est plus important que l'OC de la cible, ou si c'est un 6 naturel. Donc très intéressant, parce que vous avez quand même de la chance, une quinzaine de pourcentage de faire un 6 naturel. Vous allez pouvoir appliquer les effets suivants. -1 à touche à la cible que vous avez sélectionnée, et +1 touche pour votre armée qui frappe cette unité-là. Attention, bien sûr, ça ne s'applique pas aux compagnons. Ça reste très bien, parce que c'est vous qui choisissez vos engagements parce que vous avez choisi. Donc s'il y a un OC de 1 sur 2+, et -1 touche, +1 touche pour vous, c'est très bien. Ou sur des choses qui ont un OC de 2, bon, bah, c'est 3+, et ainsi de suite. Et même sur des gros monstres, sur un 6 naturel. Donc vraiment intéressant, on commence à avoir des artefacts qui sont à géométrie variable, mais applicable sur toutes les situations. Donc je trouve ça très très intéressant, en tout cas sur ces artefacts de pouvoir. Maintenant, nous allons regarder les sorts du domaine. Donc vous avez 3 sorts, un 6, un 6, un 7, l'illimité. Transformation dérangée, globalement vous choisissez un sorcier qui choisit une unité fléchiteur courte, infanterie ou cavalerie, attention c'est très important, qui est entièrement à 12 de lui. Et du coup, jusqu'au début de votre prochain tour, vous avez +2 à son mouvement et +1 blesse pour les combats d'attaque. Bien sûr, ça ne s'applique pas aux compagnons, c'est très fort, +2 de mouvement, +1 blesse. Ça va fiabiliser tous vos knights, tous vos serfs, tout ce qui est infanterie ou cavalerie. Bah, ce sort, c'est l'illimité, donc c'est ce qui le rend très très fort. Et du 6, c'est abordable, hein, c'est les sorts standards, vraiment, on ne peut pas demander mieux. Le suivant, on va vous demander de prendre une unité fléchiteur courte sorcier, de choisir une unité
Alors là, c'est toujours un peu technique. En gros, vous devez choisir une unité ennemie à 18, donc la portée est très bonne. Et vous pouvez prendre aussi une unité serre qui est à 6 pouces de la cible, donc 18 pouces l'adversaire, unité serre qui est à 6 pouces de cette dernière. Vous infligez des 3 blessures mortelles, et pour chaque blessure mortelle affligée, vous pouvez remonter un modèle slain dans l'unité de serre. Donc, globalement, si vous faites un D3, si vous arrivez dans la situation, c'est pas facile à faire, mais globalement, avec l'expérience, on y arrive. Vous faites des 3 blessures mortelles, donc 1, 2 ou 3. Vous allez remonter du coup 1, 2 à 3 serres. Si vous êtes un The Manor of the Lord, vous allez remonter le double. Vous comprenez, c'est de la récursion pour les serres. Cependant, il faut jouer du serre. Si vous n'en jouez pas, il n'y a pas trop d'intérêt dans ce sort. Ça reste des 3 blessures mortelles, c'est pas exceptionnel, mais au moins ce n'est pas sur un 2+, donc c'est globalement intéressant. Et le dernier, il est exceptionnel, il est sur du 7, c'est à 18 pouces, vous allez maudire une unité ennemie, et pour chaque 1 pour les jets combat attaque, donc de mêlée effectués par votre adversaire à touche, il subira une blessure mortelle. Donc globalement, si vous avez très peu d'attaques, genre 3-4 attaques, ça ne va pas faire grand chose, mais on commence à avoir des armées, notamment en dock, avec des packs de witch qui ont 100 attaques, des choses comme ça. Bah, vous choisissez cette unité, elle va venir vous combattre, et à chaque fois qu'elle fera un 1, elle va se brûler elle-même. Donc globalement, je ne sais pas si c'est la méta qui va fit sur ça, mais ça reste très très fort comme sort. Donc on a un très bon domaine. Vous ne savez pas quoi faire, vous faites votre sort illimité, plus de mouvement, plus un bless. Si vous avez un cerf dans cette situation, vous pouvez faire des 3 blessures mortelles et remonter un peu de cerf. Sinon, vous pouvez debuff l'adversaire. Le domaine est vraiment bon, il n'y a pas de questions à vous poser, chaque situation est clairement définie. Alors, pour les prières, donc là, cette fois-ci, vous avez 3 prières, 4, 4, 5. Donc votre prière illimitée, c'est un ennemi à 18 pouces. Donc 18 pouces, c'est bien parce que c'est loin, c'est dans les meilleures distances de cast. Et on vous dit qu'au début de votre prochain tour, vous ignorez les modificateurs positifs de sauvegarde pour l'unité que vous avez ciblée. Donc globalement, votre adversaire ne pourra plus se mettre de défense en règle. S'il a des occurrences qui lui permettent de compenser des choses comme ça, pareil, tout ça, ça saute. Donc c'est très très fort. Et si jamais vous faites un 10+, pas de jet de ward sur l'unité. Donc 10+, c'est très compliqué à aller chercher. Heureusement qu'avec les prières génériques, vous pouvez stacker au tour adverse. Si vous arrivez à placer ça sur des armées qui ont des grosses wards, c'est game breaker comme on dit, hein. Vous allez transpercer l'unité en question. On va prendre des unités qui ont des grosses wards, des wards à 5, des wards à 4. Quand vous la supprimez, globalement, hein, il n'y a plus grand chose qui peut tenir. Et vu la létalité que vous avez, c'est une très très bonne prière. Heureusement que le 10 plus pas de ward, c'est compliqué à placer. Parce que sinon, si ça aurait été sur du 8, ça aurait été très très facile pour les joueurs fake de dicter un peu leur tempo. Mais ça reste une prière illimitée, donc éventuellement, si vous êtes 2 prêtres, vous allez pouvoir stocker et faire ça sur 2 unités ennemies. Pas de modificateur de save, pas de ward, ça fait très très mal. La suivante, c'est sur du 4, unité fake entièrement à 12 du prêtre, début du tour, ward à 5. Si le jet c'est 10+, vous pouvez choisir une deuxième prière. Donc ward à 5 sur du 4, vous avez vu qu'il y a un artefact qui donne +1 au prêtre, donc globalement, sur du 3, c'est une bonne prière, un ward à 5. Si vous faites 10+, globalement, parce que vous avez rien à faire votre tour 1, vous pouvez stocker, et au tour 2, commencer à dispatcher les wards à 5. Heureusement qu'elle n'est pas en illimité, c'est une bonne prière, il n'y a rien à dire, ça va rendre beaucoup plus tanky toutes vos unités qui ont besoin d'aller au casse-pipe. Et la suivante, elle est sur du 5, c'est une prière qui est très très forte, que je pense que beaucoup de joueurs vont faire en sorte de stocker, d'aller chercher au bon moment. Si vous arrivez, alors moi je suis joueur doc, donc je connais les prières qui sortent les 1 au mauvais moment, mais bon, c'est la vie. Vous allez voir, c'est une très bonne prière. Vous prenez un prêtre, une unité héros flèche hitter courte entièrement à 12 qui ne peut pas être nagage, c'est bien précisé. Et sur votre 5+, vous ajoutez 1 aux dégâts des armes de mêlée pour ce héros. Donc globalement, tous vos héros sont en reine -1, dégâts 2. Vous avez certains héros qui ont de la reine supplémentaire avec des dégâts supplémentaires. Attention, ça ne s'applique pas aux armes de compagnon, pas écrit. Heureusement. Et globalement, vous allez rendre vos héros des gros bourrins, passer en reine -1, dégâts 3, reine -2 et 3, 4 dégâts. C'est très très fort, vraiment. Vous allez fiabiliser. Il y a énormément d'armées qui aimeraient avoir cette prière. C'est très très fort, plus un dégât. Et en plus de ça, si jamais vous faites un 10+, vous allez pouvoir aller choisir le deuxième effet. Donc on vous dit, sur un 10+, vous choisissez soit plus un dégât, soit la deuxième effet. Le deuxième effet, c'est fight 2 fois avec strike là sur la deuxième fois.
Ushoran en frappe 2 fois, strike last, un Arborant sur Terrorgeist ou Dragon Zombie, fight 2 fois avec Fright Last. Je pense que c'est plus efficace que plus un dégât. Mais même juste le plus un dégât sur un 5+, si vous n'arrivez pas à crit parce que vous avez stocké des points, vous faites 9, bon bah vous le prenez quoi. Pareil, 3 prières, c'est très très simple. Pas de ward, pas de save, c'est fort. La ward à 5, c'est vraiment générique, vous les en distribuerez une par tour si vous pouvez. Et le plus un dégât, pareil. Globalement, ce sont des prières qui sont très fortes, qui en plus ne vont pas vous bloquer dans votre plan de jeu. Si vous l'avez, c'est un bonus. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, parce que l'armée a tellement de fiabilisateurs dans leurs règles que ça va fonctionner. C'est très agréable à jouer, je pense. Maintenant, on va regarder l'endless. Donc, tout se lance sur du 6. Vous avez la barrière 18 pouces, le Corpse Maze Stampede, là, les poneys. C'est entièrement à 12 du lanceur, plus 9 des adversaires. Et le calice, c'est entièrement à 12 du lanceur, tout simplement. Et vous allez voir les 3 endless spells. Avant, on jouait beaucoup que la barrière. Là, vous allez tout jouer. C'est très, 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 très fort. On va faire un tour tant qu'on y est sur le décor de faction. Donc le décor de faction, ce dernier est un petit peu moins intéressant sous condition. Donc 10 PV, save à 4. Toujours le même truc, ça se met entièrement dans votre territoire, blablabla. À votre phase de... Et vous avez cover et impassable en règle. À votre phase de héros, vous allez pouvoir... de toute façon, c'est les trucs des décors, vous avez tous compris. Normalement, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous choisissez une unité héros qui a le bon mot-clé. Donc là, c'est infanterie qui a 3 pouces. Hop, il va pouvoir monter dans le décor s'il n'y a personne dans le décor. Quand vous êtes dans le décor, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous mesurez à partir du décor. On ne peut pas vous cibler avec des attaques dans le décor, il faut détruire le décor avant. Et si le décor est détruit, vous faites des 3 blessures mortelles à l'unité. Après, vous le sortez du terrain. Si vous ne pouvez pas le sortir, ce qui est cercueil, il est slain. Globalement, c'est tous les terrains pareil. Voilà, attention, il y a une fac qui précise que vous êtes bien éligible à être ciblé par les capacités quand vous êtes dans le décor. Donc, genre la Pontifex qui peut cibler un héros pour mettre des ciblures mortelles. C'est éligible, voilà, ce genre de choses-là. Donc, vous êtes protégé, mais peut-être pas non plus invincible, d'accord? Donc, ça vous rajoute quelques PV. Qu'est-ce que vous permet ce décor? Principalement, c'est sa règle en phase de mouvement. C'est très simple. Donc pendant votre phase de mouvement, si vous avez un héros dans le décor, vous allez pouvoir choisir une unité Flash Hitter court qui n'est pas héros et bouger de D3. Donc globalement, ça apporte D3 de mouvement à n'importe quelle unité Flash Hitter court. Comprenez que vous avez la désillusion, la première, qui vous permet par exemple de courir minimum à 4. Donc vous allez pouvoir avoir des unités qui peuvent courir de 4 plus D3 plus votre mouvement, ça fiabilise. Le sort qui vous donne plus de move plus un bless, ça augmente aussi ce mouvement. Donc vous allez conserver une grande projection sur cette armée. Et on vous dit, ça c'est très fort, mais que sous certaines conditions, que si jamais vous avez été set-up ce tour-ci, donc set-up, c'est être placé. Donc soit qu'une téléportation, soit parce que vous êtes revenu à la vie, vous allez pouvoir, à la place de bouger de D3, vous allez bouger de D6. Cependant, vous ne pourrez pas bouger en combat. Donc, vos unités qui reviennent à la vie entièrement assises à un champ de bataille, d'un bord de champ de bataille et à 9 pouces de votre adversaire, vont finalement pouvoir revenir à 9 plus D6, donc entre 3 et 7, 8. Petit point négatif sur ça, le D6 c'est très bien parce que vous avez compris c'est mieux que D3, cependant D3 la moyenne c'est 2, D6 vous pouvez rouler des 1, des 2, donc on aurait peut-être aimé quelque chose d'un peu plus fiable, cependant, genre D3 plus 1, oui. Cependant D6 si vous roulez haut, vous allez pouvoir vous rapprocher de vos adversaires pour mettre des frappes en profondeur très très violentes, donc une règle qui est super forte. Cependant, si vous n'avez globalement pas besoin de mouvement parce que vous êtes déjà sur des armées très rapides, le D3 ça peut être peut-être un petit peu plus anecdotique et le D6 si vous roulez mal ou si vous n'avez pas de setup, il sert pas à grand chose. Anciennement c'était vraiment la ferme à point de noblesse, là ce n'est plus le cas, donc ça va vous sacrifier un peu un héros qui va être dedans parce que vous avez compris, vous avez besoin quand même de pas mal de bulles entièrement à 12. Est-ce qu'on va plutôt mettre un aborant pour pouvoir reste des unités ou est-ce qu'on va plutôt mettre un noble pour pouvoir remonter des modèles? Cependant, celui-là ne bouge pas, donc j'imagine que c'est plutôt un aborant. Qui sait qu'on va mettre dedans? À voir. En tout cas, ça reste un bon décor de faction, mais qui est quand même moins bon qu'une poulette avant. Maintenant que ça c'est fait, on va regarder la barricade. Donc la barricade 10 PV, save à 5, ward à 6 qui se bannissent sur 8+, mais ils ont fumé sur le bannissement 8+, je ne comprends pas. Cette barrière, ce NSPL, c'est l'un des meilleurs NSPL du jeu. Donc quand vous êtes engagé avec cette unité, vous ne pouvez pas retreat ou faire de course ability. Et en plus de ça, quand vous avez commencé par faire votre move ability, vous avez divisé par 2
votre caractéristique de mouvement. Donc globalement, c'est extrêmement fort au tour adverse si vous arrivez à le placer. Moi je suis joueur sob, quand on me met cette barricade dans mes pieds, mes sobs ne bougent plus. C'est l'horreur, toutes les armées de corps à corps qui se prennent ça. Vraiment c'est une catastrophe, c'est difficile à sortir, 10 PV en save à 5, hein, ça peut vraiment être casse-couille. Et vous n'avez pas envie de taper dedans. Le banish 8+, c'est une gros banish en plus, donc un super endless spell, usez-en, abusez-en, c'est très très fort. Ensuite, on va aller regarder le calice, parce que les poneys, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Donc, entièrement à 12 d'un héros fléchiteur courte. 6 PB, save à 6, ward à 6, c'est plutôt fragile. Bannissement 7+, ça se fait bien. Vous allez à n'importe quelle phase de combat, choisir une unité à 6 pouces de cette manifestation. Donc, vu que vous posez à 12, à 6, c'est comme si vous triggerez quelque chose à 18. Donc, c'est quand même très large. Vous allez lancer un dé, c'est sur un 3+. Heureusement qu'il y a un 3+, parce que les effets sont extrêmement forts. Attention, il est bien écrit que si vous réussissez votre 3+, c'est votre adversaire, your opponent, qui choisit l'un des effets suivants. Cependant, il a que 2 mauvais choix. Le premier choix, c'est, à part les armes de compagnon, vous n'avez plus d'effet d'armes, donc crit to hit, blessure mortelle, plus un dégât à la charge, pour votre unité. Donc si vous n'en avez aucun sur votre armée, bah tant mieux, mais globalement, c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans le jeu. Donc vous allez perdre énormément de létalité sur votre unité. Ou alors, les unités qui vont cibler donc l'unité en question ne vont plus faire du crit hit sur du 6, mais sur du 5+. Vous avez des unités qui ont du auto-wound ou crit mortel, quand elles vont passer sur du 5, ça va démultiplier leur puissance. Donc je vous dis, quand vous réussissez votre 3+, c'est votre adversaire qui choisit, mais globalement, il a 2 choix pourris. Parce que si c'est lui qui vous a chargé, bah, il a peut-être pas envie de se mettre dans une situation de se faire frapper sur les 5+, ou de perdre ses bonus d'armes. Et quand c'est vous qui chargez, c'est la même soupe. Donc le calice est devenu un élément extrêmement puissant. Vraiment, ça va changer des parties de manière drastique. J'ai peur que ça dégénère un peu si vous êtes bon sur le 3+. Ça commence à faire peur. Donc vous voyez là, on parlait du fait qu'on avait peut-être perdu un petit peu en capacité de combat, en punch dans l'armée, mais globalement, ce n'est pas le cas. Ça vous demande de lancer des sorts, ça vous demande de lancer des trucs, mais ces éléments sont quand même très très puissants. Donc les poneys qui étaient un peu anecdotiques, vous allez voir aujourd'hui, ils bénéficient d'une très belle règle. Vous bougez de 12, vous avez 10 PV, save à 5, à base uniquement de 7. Au corps à corps, c'est 6 attaques, 5, 3, moins 1, crit to hit. Stat, crit to hit, c'est comme si vous avez plus d'une touche, donc c'est 4, 3. Heureusement que c'est en touche à 5, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez une capacité qui est le Stampede Underfoot, qui va vous dire que cette manifestation peut utiliser cette capacité même si elle est en combat. Du coup, vous allez le faire à toutes vos phases. Your Charging Phase, vous allez utiliser cette capacité. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous allez lancer 2d6, choisir un point, bouger de cette valeur, infliger sur 2+ des 3 blessures mortelles aux unités que vous avez traversées. Alors attention, vous avez quand même un gros socle, hein. Mais globalement, c'est quand même facile. Heureusement que c'est 2+ des 3, parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites règles qui s'appuient dessus. En blessure mortelle. D'accord, donc ça, c'est le truc classique. Cependant, on vous dit que vous allez pouvoir rajouter à vos nombres d'attaques votre valeur de 2d6. Donc vous avez compris, vous avez 6 attaques plus 2d6 au minimum, ce qui vous donne quand même pas mal d'attaques. Attention, quand vous faites ce mouvement, vous avez la possibilité de finir engagé, parce que c'est un mouvement, un charge move, core, move, charge, il y a les 3 mots-clés. Cependant, si vous souhaitez finir engagé, vous devez finir à 0,5, c'est une charge, sinon vous ne pouvez pas finir engagé. Globalement, même si vous êtes engagé, vous pouvez même sortir d'un combat. Je ne sais pas pourquoi on voudrait sortir du combat si on veut mettre des chiffres dégâts, mais ça reste très fort. Si vous avez des unités qui ont des petits héros, qui sont 3-4 regroupés au même endroit, vous pouvez traverser, mettre des 3 blessures mortelles à tout le monde. Et en plus de ça, vous avez un complément de règle qui est très intéressant, qui vous dit que vous allez ajouter un D6 à cette valeur de mouvement pour chaque turn que vous êtes resté sur le champ de bataille. Donc si vous l'invoquez tour 1, votre adversaire ne peut pas vous le dissiper, c'est à votre adversaire de jouer. Si vous ne le dissipez pas, au tour d'après, si c'est à vous de jouer, vous allez rajouter globalement un D6. Donc, on comprend qu'on va passer à 3d6, il vient écrit un Stampede will be 2d6 in the turn of summon, 3d6 in the next turn, et ainsi de suite. Donc globalement, vous allez pouvoir jouer comme ça sur la distance que vous allez parcourir, sur le nombre d'attaques que vous allez pouvoir générer, et du coup, la valeur de blessure mortelle que vous avez fait. Il n'y a personne dans le jeu qui a envie de mettre un banish sur une merde pareille. Cependant, ça va forcer votre adversaire à mettre des banishes. Pourquoi? Parce que cette spell va s'incrémenter
10 PV, save à 5, ward à 6, c'est pas non plus super facile à battre au corps à corps. Vous avez compris que ça vous met des blessures mortelles, ça va survoler vos unités, ça va aller de plus en plus loin, ça summon à 9 de votre adversaire. Vous avez du coup une charge à faire, comment ça s'appelle, 2d6 le tour où vous êtes arrivé. Attention, il y a les beaux mots-clés corps, move, charge, donc vous n'allez pas pouvoir retenter une charge après cette capacité. Cependant, à votre tour d'après, si vous êtes encore là, ça devient 3d6, 4d6, ainsi de suite. Plus un nombre d'attaques significatif en Raid-1 dégâts 1. Heureusement, ça touche à 5, mais vous êtes en crit to hit, ça peut faire des blagues. Donc un endless spell qu'on ne voyait jamais, qui aujourd'hui commence à trouver vraiment un vrai intérêt dans l'armée. Plein d'outils qui va faire chier votre adversaire. Maintenant, on va passer dans les profils. Donc, on va commencer par Nagash. La seule modification qu'il a subie, c'est qu'il vous dit qu'il ignore les effets de désillusion. Donc, vous ne bénéficierez pas des règles d'armée. Vous êtes toujours sorcier de niveau 9. On va pouvoir, si on le joue, lancer facilement du coup le plus de courses, plus un bless. Les autres sorts peuvent peut-être un petit peu plus anecdotiques. Vous conservez toujours votre plus de cast. Vous pouvez ramener à la vie une unité complètement. Donc on va vouloir ramener une unité à la vie qui a beaucoup de modèles qui coûtent cher. Cependant, on n'a pas encore les coûts en points, mais je ne sais pas si fait que tout coûtera cher. Globalement, on n'aime pas trop Nagash en fait parce que on a déjà de la repop naturelle, on a de la récursion naturelle, on n'a pas non plus des lancements de sorts qui ont besoin d'être sur des valeurs très très élevées, à part peut-être le sort qui vous met du coup des 1, tout fait des blessures mortelles, mais voilà. C'est Nagash, on le connaît, il n'est pas trop intéressant sur l'armée. Mais bon, pourquoi pas, on peut construire des builds autour de lui avec peut-être beaucoup de récursion, mais ce personnage-là ignore les effets des désillusions. Alors attention, il peut être porteur de désillusions, mais les désillusions ne s'appliquera pas à lui. Bon, maintenant on plonge vraiment dans le BT, Nagash mis de côté, on va commencer avec Ushoran. Donc Ushoran 16 PV, save à 4, ward à 5, bouge de 10, au side 5. Au close, 4 attaques 3, 2, moins 2, D3 plus 3. Vous avez compris, vous allez pouvoir le mettre D3 plus 4 avec la bonne prière. Et ses talons, 8 attaques, 3, 3, moins 1, 3. Ou alors vous pouvez le mettre en fight 2 fois, il fight last. C'est un très très bon combattant. Vous avez toujours son rampage qui vous dit que vous lancez un dé sur 3 unités engagées avec lui. Si vous battez l'OC de l'adversaire, vous le mettez en strike last. Si c'est votre tour de frapper, vous avez strike last. Vous frappez normal et ensuite c'est à vous de frapper en strike last avant votre adversaire. Donc vous frapperez toujours 2 fois. Une très bonne pièce de combat. C'est peut-être un peu triste que ses talons soient qu'en Reine-1 dégâts 2, parce que n'importe quel héros clodo du jeu, avec même un poulpe avec un couteau, on l'a vu en idonnette, à Reine-1. Donc bon, c'est pas grave, c'est la vie. Vous perdez ces capacités qui vous donnaient plus un save, qui vous donnaient des bulles à 18, toutes ces choses-là. Ushoran aujourd'hui est très intéressant, cependant je pense qu'il est beaucoup moins auto-inclus que pouvait l'être anciennement. Pourquoi? Parce que vous gardez toujours votre strike class sur Rampage. Vous gardez toujours votre sort de piquer un adversaire à 18 qui a plus de 2 modèles et il s'attaque lui-même. Donc, globalement, ça on aime bien, c'est marrant, mais ça ne va pas vous renverser la game. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est que il porte un mot-clé qui est le mot-clé désillusion. Donc lui aussi, il est porteur de désillusion. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, on a vu qu'on avait 2 désillusions. Le fait de courir à 4 et de ne pas avoir les roues infanterie visibles à plus de 6, et le fait d'avoir plus 1 touche quand vous chargez. Et bien en prenant Ushoran, vous allez en débloquer une troisième, donc vous allez pouvoir jouer comme ça avec vos désillusions tous les tours avec ces 3-là. La sienne, c'est quoi? Elle est assez forte, c'est plus 1 course et charge pour les unités Flesh Eater courtes. Donc là, il n'y a pas de bulle, d'accord? C'est sur toute la carte. Donc globalement, c'est un bon bonus. Et vous allez soustraire 1 au jet de course et de charge de vos unités adverses. Donc quand on prend Ushoran, votre adversaire est debuff. Vos unités ennemies qui strike, qui ont arrivé en frappe en profondeur, qui ont des charges à 9, c'est des charges à 10. Donc en équipe, je pense que ça peut être un très très bon contre certaines armées. Et même globalement, moins un charge, ça fait chier tout le monde, ça casse tous les stats. On sait que les charges, c'est difficile à passer dans le jeu sous certaines conditions. Donc ça reste un très très bon buff pour votre armée, plus un course, plus un charge, et moins un course, moins un charge pour l'adversaire. Et en plus de ça, vous avez une troisième règle qui elle est un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que vos unités serres auront la règle anti-charge Rennes plus 1 quand vous êtes entièrement dans votre territoire et vous n'avez pas chargé ce tour-ci. Nous savons qu'en V4.2, les scénarios, vous avez des bandes de territoire qui sont très fines, d'autres qui sont un peu en quinconce, d'autres qui sont U en L, bon, c'est le bordel. Donc cette règle n'est pas non plus auto-include pour pouvoir vous servir tout le temps de celle-là. Mais globalement, avoir des serres qui vont être buffés, plus un course, plus un charge, et moins un course, moins un charge, c'est très très bon.
Donc, est-ce que c'est une désillusion qu'on va vouloir aller chercher T1? Est-ce que c'est une désillusion qu'on va vouloir chercher T2? À voir, selon le rythme de la partie, selon qui vous affrontez, mais c'est très bien. Et vous avez un deuxième passif qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez faire votre jet de désillusion, vous allez pouvoir ajouter 1 ou retirer 1 à votre score. Ce qui fait que, à part un 1, qui va vous faire passer à 2, donc vous allez avoir l'obligation de prendre une autre désillusion, vous allez pouvoir piloter vos désillusions, et vous faites un 2+, comme vous le souhaitez. Soit conserver celle que vous avez, même si le héros que vous avez choisi est mort, ou alors faire un 4+, et avoir directement celle que vous souhaitez. Donc Ushoran perd un peu cette fonction qu'il pouvait avoir avant de donner des gros buffs, des plus insave, des choses comme ça. Il est peut-être moins auto-include. Cependant, si vous avez besoin de maîtriser correctement vos désillusions ou que vous avez besoin de projection, il va faire le taf. Ça reste un très bon porteur, vous avez entendu des prières, plus un dégât, fight 2 fois. Il a toujours son bonus strike last, donc on conserve, il faudra voir son coup en point. C'est un sorcier niveau 2, on a envie de lancer nos sorts, nos barricades, nos trucs comme ça. Donc une pièce magnifique et toujours une bonne pièce, mais je trouve ça très intéressant en tout cas qu'on ait la possibilité de jouer sans. Ensuite, nous allons passer à l'arborant sur Ghoul King and Royal Terrorgeist. Ça va être une pépite, je vous le dis directement. 16 PV, save à 4, ward à 6. Donc c'est un personnage qui va très bien prendre le plus 1, le ward à 5, qui va prendre bien sûr très bien les bonus de mouvement, ce genre de choses-là. On va regarder son profil pour faire simple. Vous avez donc au tiers une attaque 4-2, -2, D6, shooting combat. Bon, le D6, on le connaît, touche à 4, mais ça reste quand même du dégât qui est cheap, mais qui est important. Vous avez donc le héros 5 attaques, 3-3, -1-2. On n'oublie pas qu'on a un artefact qui vous donne plus 1 ou plus 2 attaques. Vous pouvez être à 6, voire 7 attaques. Vous avez la capacité une fois par partie de monter à +1, donc à 8 attaques. 8 attaques, c'est Ushoran. 3-3, -1-2. Bon, ça tape très fort. La prière plus 1 dégât, il passerait en -1-3. Ça reste un bon personnage. Le Terrorgeist, qu'est-ce qu'il gagne? 3 attaques, 4-2, -2, D3 plus 3. Donc c'est fini le D6 de la mâchoire, et vous n'avez plus non plus la possibilité de faire des blessures mortelles. 6 flat, quand vous faites un 6. Cependant, la mâchoire passe en crit mortel. Vous le voyez, donc 3 attaques, 4-2, -2, D3 plus 3. C'est beaucoup plus fiable. Je suis content que Games commence enfin l'écriture de choses fiables sur les monstres, et ça me donne confiance dans l'avenir d'avoir des duellistes qui vont pouvoir être très efficaces et plus full random comme on déteste. Comme par exemple Sigval ou ce genre de truc là. Donc la mâchoire, vous avez compris, 3 attaques, 4-2, -2, D3 plus 3. Vous avez donc le trait héroïque qui vous donne plus 2 attaques potentiellement, donc 5 attaques, 6 attaques avec le bonus une fois par partie, 7 attaques avec le trait de monture qui vous donne plus une attaque sur les monstres. Donc on commence à avoir un profil de combattant qui vraiment fait parir en fight 2 fois. Ça peut être une plaie horrible. Un énorme combattant, donc c'est très très agréable d'avoir ce genre de pièce dans le BT. Et en plus de ça, vous avez Talon, 4-2, -1-2, crit mortel aussi, donc le Terrorgeist, full blessure mortelle. On est très très content. C'est exactement ce qu'on veut. Donc quand vous avez pris 10 PV, vous perdez le nombre d'attaques, ça on connaît. Vous avez un Rampage Once per turn Army, donc vous ne pourrez pas en jouer plusieurs, à moins d'avoir la sous-faction des monstres qui vous permettront de le faire plusieurs fois, qui vous dit que vous roulez un dé sur 3+, c'est pas un 3+, sur un D3, c'est vraiment un 3+. Vous ajoutez un au jet de touche pour les armes de compagnon de cette unité pour le reste du tour. Donc globalement, vous n'avez même pas besoin de payer un attaquant en règle, il est inclus dans le profil, sur 3+, vous êtes en 3 touches sur tout le profil, c'est très très fort. Pourquoi? Parce que vous savez que même si vous prenez la désillusion plus un touche quand vous chargez, ça ne s'applique pas au compagnon. Il a une save à 4, on n'a pas vraiment envie de lui mettre un attaque en règle, à moins qu'on frappe en deuxième. Donc ça reste un très bon bonus. Et en plus de ça, c'est jusqu'à la fin du tour, ce qui fait que même si vous faites Strike Last, en effet 2 fois, vous le conservez. Donc une super capacité, un super rampage. Vous avez en mot-clé Désillusion qui est un passif, donc la Majestic Managery, qui vous dit que si vous appliquez cette désillusion, donc en début de tour, on peut la choisir si on fait le bon jet, vous ajoutez un aux caractéristiques des armes compagnons pour les unités Flesh Eater courtes qui sont entièrement à 12 d'un héros. Alors, ça peut paraître très étrange ce que je vous dis, mais c'est fake, c'est comme ça. Si vous appliquez cette désillusion, il vous suffit d'être entièrement à 12 d'un Flesh Eater courte héros pour avoir plus une attaque sur les compagnons. Donc on n'est pas obligé d'être entièrement à 12 de ce héros-là, sachant que lui est entièrement à 12 de lui-même, vu que c'est un héros, plus une attaque. Donc là, vous comprenez que on commence à monter à un nombre d'attaques significatif sur ce personnage.
Ça devient vraiment un fer de lance. Je suis très content de voir des héros combattants qui vont combattre vraiment très fort. Donc très très intéressant. Une désillusion par contre qui peut être un peu plus anecdotique si jamais c'est le seul monstre ou que votre armée a besoin de bonus, il peut vous prendre ce slot de désillusion, donc à utiliser au bon moment, mais c'est un super super bonus. Et en plus de ça, vous avez une autre capacité qui est marrante, mais je sais pas trop où on va aller, ce qu'on va en voir d'autres dans le jeu, qui vous dit que en phase de combat, vous allez pouvoir choisir une unité avec laquelle vous êtes engagé, et pour chaque champion, porte-étendard et musicien de l'unité, vous ajoutez une attaque jusqu'à un maximum de 10 sur les talons. Donc globalement, vous savez que vous avez une unité, on va prendre par exemple, je sais pas, une unité de cavalerie Stormcast, qui a un champion, un musicien et un porte-étendard, vous le renforcez, vous avez la possibilité de mettre deux musiciens, deux champions, les bonus sont des passifs, donc ils ne s'appliquent pas, ils ne se cumulent pas, vous n'avez pas plus 2 à votre C, pas plus 2 de ralliement. Cependant, si vous affrontez cette unité, vous avez deux musiciens, deux champions, un champion et deux étendards, et ben vous avez gagné 5 attaques supplémentaires. On vous dit que c'est jusqu'à un maximum de 10, donc heureusement. Mais on va commencer à réfléchir finalement à doubler le nombre de porte-étendards et de musiciens, parce que s'il y a de plus en plus d'unités qui arrivent comme ça, qui ont ce genre de bonus, c'est très intéressant. Cependant, à part les unités qui ont des champions, vous avez des unités qui ont ni musiciens, ni bannières, ni ce genre de trucs-là. Mais globalement, ça va vous donner des attaques supplémentaires. Heureusement que c'est capé à un nombre d'attaques maximum. Donc un héros très très intéressant, qui est customisable, qui est sorcier de niveau 1, qui a beau rang, donc vous allez pouvoir réanimer des modèles, du choix en été aussi. Voilà, donc tout ce qu'on veut, une super pièce. Maintenant, on va regarder le Terror Gaze tout seul, donc 14 points de vie, save à 4. Donc là, c'est lui et EJ va pouvoir faire un rampage qui a déjà été fait à côté. Il conserve ses crits mortels sur la mâchoire et les talons, le même profil. Ça reste une unité qui est très intéressante au close aussi. Vous avez un rampage qui est différent, qui est peut-être moins intéressant à voir. Vous allez prendre une unité infanterie, donc on n'aime pas trop les rampages qui sont ciblés sur une unité même, mais bon, c'est comme ça. Et vous allez jeter autant de dés qu'il y a de modèles. Sur chaque 6, c'est une blessure mortelle. S'il y a 3 ou plus blessures mortelles qui sont infligées, moins un hit à l'unité. Globalement, ça n'arrivera jamais parce que, on va dire, s'il y a 10 modèles, vous lancez vous allez faire un 6, voire 2 6 si vous avez la réussite, donc vous n'avez pas le proc. Et vous avez le proc sur des modèles qui sont 20, 30, 40 globalement. Cependant, ces trucs-là, c'est souvent de la horde qui font du crit auto wound, qui sont 4-4 ou en 5-4, donc je suis pas convaincu de ce rampage globalement, il soit très très intéressant. Et vous avez pareil le truc avec les drapeaux et les talons là, donc c'est One Spartan Army, donc vous pourrez pas jouer plusieurs. Vous partagez le mot-clé Wicked Predator, donc vous ne pourrez pas utiliser si vous jouez plusieurs Royal Gaze ou le héros, et ainsi de suite. En tout cas, c'est très intéressant, c'est une unité, je trouve, qui combat vachement bien, qui peut prendre pas mal de buffs, donc top. Ensuite, on a la version sur Dragon Zombie, donc qui va être un petit peu moins létale, on va dire, parce que vous voyez le profil, c'est auto wound n'est pas crit mortel. Ah oui, attention, j'ai complètement oublié de vous dire ça, mais je vous le dis tout de suite. Vous vous rappelez le calice tout à l'heure, quand je vous disais que vous choisissez votre adversaire à 6 pouces, il choisit pas de buff d'arme, ou alors crit hit sur du 5. Là, vous passiez tout à l'heure, les crit mortels, hein, c'était plus sur du 6, c'était sur du 5, donc vous augmentez votre létalité. Là, c'est pareil avec ce petit gars, auto wound sur du 5, c'est pas pareil que sur du 6, donc c'est des profils qui sont à géométrie variable qui peuvent complètement exploser. Qu'est-ce qu'on a? Donc vous voyez des attaques similaires, 5 attaques 3, 3, moins 1, 2. Les Joe, 4 attaques 4, 2, moins 2, 4. Donc c'est quand même sympathique, c'est peut-être un petit peu moins fort parce qu'on n'est pas en crit mortel, mais crit auto wound en moins 2, 4 quand même. Et les Claws, 7 attaques 4, 2, moins 1, 2. Donc un bon profil de close qui n'est pas en blessure mortelle ici. Vous allez avoir un passif qui est intéressant, qui va peut-être plus s'appliquer à la ménagerie, qui vous dit que les non-héros Flesh Eater Court Monster ont course et charge entièrement à 12 de lui. Donc vous allez pouvoir profiter de projections pour les autres monstres. Attention, lui ne bénéficiera pas de sa propre règle parce qu'il est héros. Donc à voir. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant. Et vous avez un once par turn, donc son rampage, piquez un ennemi en combat, roll a dice, et si vous battez l'OC de la cible, pas d'ordre, jusqu'à la fin du tour. Un roar sur du 2+, 3+, c'est quand même très très intéressant. Si on a vraiment des occurrences de règles qui donnent beaucoup de la possibilité d'utiliser des ordres, ça peut être en tout cas un outil que les Flesh Eater courtes ont dans leur besace. À voir. Vous chargez, vous mettez pas d'ordre à votre adversaire, une autre unité close à côté, bon, ça se réfléchit. Et lui aussi porte le mot-clé désillusion, donc vous voyez, c'est un passif donc que vous allez pouvoir choisir.
Donc vous commencez à comprendre cette complexité du list building, parce que vous n'allez pas pouvoir prendre du Shoran, 2 aberrantes, ainsi de suite, donc il va falloir choisir qui on veut selon sa construction de liste. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle dit que quand vous believe à cette désillusion, quand vous y croyez, vous avez plus de charges pour les knights et les monstres qui sont entièrement à 12 de ce héros. Donc plus de courses, plus de charges, je veux dire, pour les knights et les monstres, c'est super fort. Donc c'est peut-être ça qui va justifier le fait d'aller chercher cette unité en plus du rare. Ça combat moins bien qu'un Terror Geist, mais par contre, ce n'est pas un fer de lance. Il est là pour supporter votre armée et il le supporte très très bien. Cependant, vous avez une autre règle qui vous dit c'est plus 1 pour les jets de charge, pour les unités de Knight et Fléchisseurs courts qui sont entièrement à 12 un héros. Donc là, c'est la première occurrence de règle où autour de cet héros, vous avez plus de charge pour les monstres et les Knights. Donc attention, Ushoran bouge de 10, plus de charge, lui il bouge de 12, plus de charge. Vous voyez, vous avez commencé une armée là qui commence à être assez costaud dans cette désillusion-là. Et plus un charge pour les autres unités qui sont entièrement à 12 des autres héros. Donc ça reste sur toute la table, donc vous êtes entièrement à 12 d'un héros, un très très bon bonus. Donc un profil beaucoup moins combattant, avec le calice, ça peut quand même être assez violent, avec les bonus qu'on a pu voir, avec les trade calls et trucs comme ça, vous pouvez quand même monter à pas mal d'attaques, avec une bonne reine, donc un personnage à ne pas sous-estimer. Le dragon zombie, le même profil de clause, globalement, pourquoi est-ce qu'on va vouloir aller le chercher? Parce qu'en fait, vous pouvez le mettre en frappe en profondeur. Quand il est sur le champ de bataille, à votre phase de mouvement, once par turn, donc un seul peut le faire, vous pouvez le retirer du champ de bataille et le setup n'importe où à 9 des adversaires. Si vous avez le décor de faction avec un héros dedans, vous allez pouvoir bouger de D6, donc potentiellement c'est des charges très très fiables pour un personnage qui a quand même un monstre qui a quand même un bon profil de clause, donc à voir. Je ne sais pas si ce sera le plus effectif, mais en tout cas, d'avoir de la frappe en profondeur, c'est toujours sympa. Et vous avez un rampage, si vous allez charger sur 3+, vous allez la caster pour pouvoir bouger de 2d6 et de mettre des blessures mortelles aux unités que vous avez traversées. On l'a en Stormcast, un bon rampage, parce qu'en fait, vous arrivez à 9, vous bougez de 2d6, vous bougez de d6, je veux dire, vous réussissez votre charge, vous faites votre 3+, vous renvolez, vous pouvez aller derrière, plus loin, cliquer des archers, des choses comme ça, donc c'est une très bonne règle, il va falloir voir le coup en point, mais en tout cas, vraiment, vous comprenez qu'on commence à avoir pas mal de synergies sympathiques avec cette armée. Maintenant, on va aller chercher le juge. Alors, le juge, je pense qu'on va en voir dans énormément de listes. Ce personnage, je trouve ses règles sont limite débilement fortes. 5 points de vie, save à 5, ward à 6, c'est extrêmement fragile. Ok, on est d'accord. Cependant, combat de clause, on s'en fout. Votre première règle, c'est à votre phase de charge, vous allez pouvoir choisir une unité à 18 pouces visible. Heureusement, il y a visible, parce qu'avec donc les règles de la saison, à savoir la règle occultant, les unités pas visibles, vous ne pourrez pas les sélectionner. Par chance. Donc vous choisissez une unité à 18 pouces, vous lancez un dé, et sur 3 pouces, sur 3+, l'unité en question a strike class jusqu'à votre prochaine phase de héros, jusqu'à start of your next turn, je veux dire. Si elle est en combat avec un fresh hitter court héros, un cerf ou un knight. Donc globalement, tout le monde à part les monstres, donc les dragons zombies et terror guys, bah strike class sur une unité à 18 pouces, excusez-moi, sur 3+, c'est très très fort, c'est vous qui dicterez le combat. C'est jusqu'à la prochaine phase de héros, donc vous choisissez à des stars ennemis. Heureusement que c'est qu'à votre phase de charge. Donc, ce qui veut dire que vous avez quand même la possibilité d'avancer avant de pouvoir mettre ce bonus. C'est pas votre phase de héros qui pourrait être limitant. Non, non, vous avez toutes les bonnes règles. Donc, c'est super fort. Et en plus de ça, il a une désillusion aussi, qui est l'une des meilleures du jeu, qui vous dit que quand cette désillusion est appliquée, les cerfs et les knights entièrement à 12 d'un Flesh Eater Court héros ont plus un dommage si ce héros a pris des dommages à ce tour. Alors attention, il y a beaucoup de mots-clés à prendre en compte. Il faut être entièrement à 12 d'un héros, il faut être knight ou cerf, et il faut que ce héros ait pris un dommage point ce tour-ci. Donc globalement, ça peut être un setup qui peut être un petit peu plus compliqué. Cependant, vous avez des places of power sur lesquelles vous pouvez vous blesser vous-même si vous faites un 1. Si vous arrivez à vous blesser le bon tour, vous pouvez dire allez, go, j'active comment ça s'appelle? Alors ça se fait en début de... Ouais, si, ça se fait en début de tour les deux, donc ça peut se jouer, ce que l'épée Soper, vous le faites en phase noire aussi. Vous réussissez, hop, on active ça, plus un dégât pour les serres et les knights, et votre héros est parti comme ça. Mais même, vous pouvez faire des setups où vous allez essayer de faire en sorte que votre héros se fasse taper dessus ou se prenne des tirs de contre-charge. Oui, c'est pas ultra facile de blesser un héros le tour où vous le souhaitez, comme vous le souhaitez, d'accord? Mais globalement, tant que cette désillusion est appliquée, si c'est votre adversaire qui joue, qui vous tire dessus,
ou qui a des blessures mortelles en zone, ou quoi que ce soit, ou même qui vous laisse un héros à 1 PV, c'est pas grave. Les héros ou les unités serrent entièrement à 12, plus un dégât. C'est très très fort. Donc je pense que ce personnage va être auto-inclus. Heureusement, il est unique, vous pourrez en prendre qu'un seul. Il est infanterie, donc avec la bonne désillusion aussi en début de tour, il ne sera pas visible à 6. Donc vraiment, c'est un setup. Avant, il était exceptionnel. S'il donnait une course et charge sur toute l'armée, c'était complètement con. Donc là, on perd cette règle-là, mais le strike last reste une règle très très forte. Il est aberrant, donc il peut réanimer aussi des unités pour un PC. Ensuite, nous allons avoir l'arborant Arche-Régent. Donc pareil, pour moi, ça va être l'un des personnages qui va être votre colonne vertébrale. Il est sorcier niveau 1, donc il va pouvoir lancer correctement ses sorts comme il le souhaite. Au corps à corps, on s'en fout. Il va vous dire que sa désillusion à lui est très forte. En fait, quand elle vous l'appliquez, vous avez moins 1 touche pour les armes de tir qui ciblent vos unités entièrement à 12. Donc globalement, vous allez mettre vos setups. Vous savez que vous êtes contre une armée qui a du tir. En équipe, c'est facile à pérer, entre guillemets. En solo, c'est pas grave. Vous savez que vous avez ça, moins 1 touche au tir global, donc ça va casser toutes les armées de tir qui vont être obligées de mettre des bonus pour compenser. C'est super fort. S'il n'y a pas de tir en face, c'est pas grave. Vous avez vos autres héros qui ont des bonnes désillusions, donc il est vraiment top. On n'oublie pas que les arborants se soignent de D3 à toutes les phases de héros. Et lui, en plus de ça, il a One Spartan Army. Heureusement que c'est One Spartan Army. Votre phase de héros, vous allez pouvoir choisir unité serre ou knight entièrement à 12 de lui. Et sur 3+, vous remontez 3 serres ou un knight. Si vous êtes dans la bonne sous-faction, vous remonterez potentiellement un knight plus. Sur un 4+, un second, ainsi de suite. Donc ce personnage très fort dans des builds serres. Vous allez remonter beaucoup de serres. Et sinon, juste remonter des knights. Vous allez voir, les knights, c'est 4-5 points de vie. Ça reste exceptionnel. Donc vraiment, ce personnage-là, je vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait pas le prendre. Moins un touche au tir, le tour où vous en avez besoin face à votre adversaire. Et en plus de ça, la possibilité de faire de la repop. C'est limite, c'est un arborant qui a le mot-clé noble, parce qu'il fait la même chose que des nobles. Un peu moins fiable, mais il le fait quand même. Donc très très bon personnage à ce niveau-là. Ensuite, nous allons avoir le fauconnier. Donc ça, c'est le nouveau perso avec ses faucons là con là. 5 points de vie, c'est évacade. Bon, voilà. Au tir, il a une attaque à 12 pouces, shooting combat 4-4 D6. Bon, si ça passe, tant mieux, c'est pas grave. On va pas le prendre pour un profil de combat. Donc, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet en phase de héros, on vous dit que vous allez avoir le griffe, c'est un token, d'accord? Et vous allez pouvoir choisir une unité à 18 pouces de votre adversaire et placer le token sur lui. Donc, en face de votre phase de héros, vous choisissez une unité à 18 pouces, vous placez le token. Et sa règle, c'est que quand vous avez le token, l'aigle, l'espèce de piaf, le pigeon là, qui est à côté de vous, des jets de ward ne peuvent pas être effectués par les attaques de cerfs qui ciblent cette unité. Donc heureusement, les cerfs, ce ne sont pas les unités les plus puissantes du jeu, mais malgré tout, ça peut faire des blessures très très importantes. Vous allez voir, c'est beaucoup d'attaques, souvent en auto-wound à 5 si vous avez le calice. Donc c'est des setups qui se font tous faits à 18, donc globalement, ça peut se faire très facilement. Pas de ward, c'est la deuxième occurrence de règle de pas de ward. Donc Flesh Eater Court est capable aujourd'hui de lutter contre tout. Vous n'avez pas une grosse rend. Par contre, vous avez des blessures mortelles. On peut enlever les jets positifs de save. Et en plus de ça, on vous dit pas de ward. Donc globalement, ça commence à être quelque chose de très très fort. Sa désillusion est un peu plus anecdotique. Vous perdez 10 d'OC quand vous êtes engagé avec une unité qui est serre ou monstre ou beast, non héros, monstre ou beast. Je ne sais pas si la gestion de l'OC est très très efficace, mais en tout cas, vous avez assez de patates normalement pour détruire votre adversaire. Après, si vous êtes dans un build, vous jouez beaucoup de CR en Manor of the Lord, et votre but c'est faire de la repop, c'est d'angler l'adversaire, cette désillusion activée, moins 10 d'OC, ça reste quand même quelque chose qui est très efficace, parce qu'avec très peu de serre, vous allez reprendre comme ça l'ascendant sur les objectifs, sur les décors pour scout et ainsi de suite. Donc pourquoi pas, le personnage est quand même très intéressant. Il vous propose des occurrences de pas de ward qui est pareil limité au serre, mais je pense dans certains builds peut être exceptionnel. Ensuite, nous avons Laborant Ghoul King. Donc n'oublie pas qu'il y a sa version qui est un peu plus explosive en Scourge of Giran. Ward à 6, sorcier niveau 1, 5 PV, c'est très fragile, ça bouge de 6. Au corps à corps, c'est toujours les mêmes combats. Lui, il a sa désillusion qui dit que vous ajoutez 1 aux dommages caractéristiques des armes de mêlée par les unités non uniques Flesh Eater courtes pour les attaques qui ciblent un héros. Globalement, c'est très bien, mais c'est pareil, c'est toujours un peu plus anecdotique, c'est plus un dégât. Vous activez ça sur les héros non uniques qui frappent des héros. Vos héros qui sont non uniques, à part le Terror Gaze sur Dragon Zombie
ou Terrorgate, je veux dire. Et puis c'est pas non plus les compagnons, donc c'est que les héros. Vos héros, c'est 5 attaques, moins 1, 2, moins 1, 3. Bon, c'est pas légendaire, donc je suis pas très très convaincu de ce personnage-là. Par contre, il a quand même la particularité d'avoir une fight ability. Quand il combat, il fait combattre une unité de serre avec plus un bless. Plus un bless, ça commence à être vraiment sympa, sachant que vous avez la désillusion qui vous dit que quand vous chargez, vous avez plus d'un touche. Donc vous prenez celle-ci, lui il charge, il frappe, il fait frapper une unité de serre, et on est en plus un touche, plus un bless. Voilà, pour moi, c'est pas le personnage le plus explosif du BT, mais en tout cas, il peut être intéressant dans certains builds, donc pourquoi pas. Alors, le Gore Warden, bon, ils ont toujours eu de mal à faire quelque chose avec cette unité, game, je trouve. Là, c'est à peu près pareil. En gros, quand vous allez faire votre déploiement de phase, vous allez pouvoir choisir le Gore Warden et 2 unités Flèche Shooter courtes pour le mettre dans les cieux, globalement. Donc, ils seront en frappe en profondeur. Ce qui est bien, c'est que c'est pas encadré des unités qui ont le mot-clé vol. Vous allez pouvoir choisir des Knights, vous allez pouvoir choisir même des héros, Ushura Nagash, globalement, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, à votre phase de mouvement, vous allez choisir unité ennemie, vous allez setup 7 abhorrents Gore Warden à 6 de cette dernière, et les 2 unités qui sont venues avec vous seront entièrement à 12 du Gore Warden et à plus de 9 des adversaires. Attention, il y a une restriction. Au moment où vous faites votre setup, il faut que le Gore Warden soit aussi à plus de 9 des autres unités ennemies. Vous n'allez pas pouvoir vous setup n'importe comment, mais globalement, si vous prenez le flanc d'une unité de votre adversaire, et que tout le monde n'est pas trop groupé, lui va pouvoir arriver à 6, les autres arriver à 9, et vous allez pouvoir choisir une unité s'il y a un mec dans le trône qui a bougé de D6, donc pourquoi pas envoyer Nagash en frappe en profondeur, ça peut être marrant. Bon, voilà, ça peut vous porter à vous amener un petit peu d'explosivité ou du setup. Si vous avez besoin de téléporter, bah, ça reste quand même 3 unités, donc lui et 2 unités. Pourquoi pas? Intéressant, je suis pas convaincu à 100% de ce setup là, mais ça vous rapporte de plus un outil que l'armée n'avait pas spécialement, donc là vous avez de la frappe en profondeur, donc ça reste intéressant quand même à prendre en compte. Et en plus de ça, vous avez un petit passif qui est sa désillusion à lui, qui est très forte, mais à voir par rapport au point si vous en avez besoin. Vous ajoutez plus un charge pour les unités fléchiteurs courtes entièrement à 12 d'un héros, plus 2 si vous avez été setup ce tour-ci. Vous pouvez quand même utiliser cette désillusion si vous êtes dans les cieux. Donc globalement, vous mettez lui, Nagash, Ushura dans les cieux, vous arrivez, vous avez une charge, un héros qui peut bouger de D6 avec une charge à plus 2. Ça vous fiabilise votre charge. Bon, vous avez compris, on va pas faire ça, on va plutôt le prendre avec des Knights. Mais globalement, si vous avez besoin d'un fer de lance, ça peut être une solution. Ça reste intéressant. À voir comment on peut l'utiliser, mais pourquoi pas. Ensuite, vous avez le cardinal. Donc le cardinal, c'est votre prêtre de niveau 1. Si vous n'avez pas pris un artefact qui vous transforme en héros en prêtre, si lui, qui est prêtre, il passe à prêtre plus 1. Donc un bon personnage, il est aussi aberrant, donc il va soigner lui aussi de D6. Au corps à corps, on s'en fout. Son passif, c'est sa désillusion. Cette désillusion, c'est quoi? C'est vous avez plus de banishment, donc quand vous allez faire des banishments sur les endless spells des adversaires, plus 2 c'est très fort, parce que bah, globalement vous allez pouvoir tout banish facilement. Et en plus de ça, les unités fléchiteurs courtes gagnent une ward à 4 contre les blessures infligées par les spells, les prières et les manifestations. Donc une bonne désillusion pour un personnage un peu passe-partout si votre adversaire a beaucoup de magie, beaucoup de spells, trucs comme ça. Et en plus de ça, ce n'est pas entièrement à 12 d'un héros. Donc globalement, c'est surtout le champ de bataille, c'est plutôt fort. Mais pourquoi est-ce qu'on va vouloir prendre ce personnage-là? Parce que vous avez vu, vos prières sont bonnes. Elles sont sur du 4, elles critent sur du 10. Ce petit gars, quand il est à plus de 6, et c'est un passif, donc même s'ils ont joué 2, ça s'applique quand même, de tous les ennemis, vous avez plus 1 pour les Chanting Rolls. Donc avec le Charm Investment, vous êtes à plus 2. Donc là, vous allez commencer à passer vos prières. Je vous rappelle, ils sont sur du 4. Hop, on est dessus. Donc, comment ça s'appelle? Ignorer les jets de save positifs sur du 2. La ward à 5 sur du 2. Le plus 1 dommage sur un monstre sur du 3. Et vous allez pouvoir stocker vos 10+, beaucoup plus facilement. Donc, ce personnage-là, pour moi, commence à prendre une pause auto-inclus, c'est sûr. Pas pour sa désillusion, mais par rapport au bonus qu'il va vous appliquer sur les prières. Un mec qui est très très fort, je pense qu'on peut peut-être en jouer 2. Cependant, on commence à voir qu'il va falloir choisir ses héros parce qu'on va pas tout pouvoir prendre. On va pouvoir prendre du Shoran, on va pas pouvoir prendre des frappes en profondeur, des Clear Gaze, toutes ces choses-là. Mais ça reste un très très bon prêtre de niveau 1. Ensuite, nous avons le Maelstrom Herald qui est votre premier noble, donc c'est lui qui va avoir la capacité de remonter des serres ou des knights entièrement à 12 de lui.
Vous conservez toujours son truc en phase de charge là. Donc en phase de charge, vous prenez une unité à 6 pouces sur 3+, soit il est contaminé, c'est lui qui choisit, soit il rejette la contamination. S'il est contaminé, il est infecté, sinon il est en strike class. Si vous faites une deuxième occurrence de strike class, c'est quand même très fort. Et s'il est contaminé, quand vous avez utilisé un point de commandement, vous faites un sort, vous faites une prière sur 5+, cette dernière est ratée. Et le point est quand même dépensé et le sort est raté. Donc globalement, plutôt pour cibler des unités qui auraient besoin d'utiliser des points de commandement, ou alors des héros très forts en sorcier ou en mage, mais bon, c'est un peu plus anecdotique, on va dire, pour l'amener au corps à corps. Mais si on y arrive, pourquoi pas. En tout cas, c'est un noble qui paye pas de mine et qui peut globalement booster un petit peu ces trucs-là. C'est fort, mais pareil, toujours à géométrie variable. Le décapiteur, là, je pense qu'il devient un personnage qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est noble, donc il va vous faire de la repop. Et il a sa réaction d'une fight ability. Quand il combat, il choisit une unité de serre à 3 pouces de lui qui combat juste après et qui a crit to hit. Donc crit to hit, c'est un très très bon buff sur notamment des serres. Vous allez pouvoir les améliorer. S'il y a le calice, ce sera sur les 5+. Lui, il a 3 attaques, 4, 3, moins 2, 3. Ça cogne quand même au 4 tiers. Et en plus de ça, quand il combat, vous allez pouvoir choisir une unité infanterie ennemie avec laquelle vous êtes engagé, vous roulez 2d6, et si vous battez à caractéristique de point de vie, il est slain. Sachant qu'il n'y a rien qui vous dit que vous devez frapper sur cet héros-là. Donc vous pouvez cliquer un héros, l'unité à côté, vous frappez avec vos serres, et ensuite vous slainez le héros. Je le trouve très intéressant comme petite unité de support pour booster vos serres. Alors, on a vu qu'il y a d'autres héros qui boostent les serres un peu mieux avec un plus un bless, mais le crit to hit, ça se porte intéressant. Ça peut être très intéressant, notamment pour avoir un nob, parce qu'on a quand même besoin un peu de nob pour avoir de repop. Et ensuite, nous avons le Wargoof Courtier. Donc lui, bah attention, ce n'est plus un héros, ça devient une vieille bête de merde avec une ward à 6. Donc c'est votre premier beast et seul beast de l'unité. Bouge de 10, 8 PV, save à 5. Au close, heureusement, il est beast, mais il n'est pas compagnon. Donc il peut quand même bénéficier des unités et des buffs. Cette attaque 4, 3, moins 1, 2 en infanterie plus un reine. Et une attaque 3-2, moins 2-3. Donc c'est quand même pas trop mal. Par contre, il a que un OC de 1 et il conserve son délire de en fin de tour. S'il assigne un modèle, il soigne de D6. Attention, lui, il n'est pas héros, donc il n'a aucun autre bonus. Et s'il est en combat, il peut immédiatement retreat de 10 sans prendre de blessure mortelle. Et s'il est plus en combat, s'il a détruit une unité, il peut rebouger de 10, mais il ne peut pas mouver en combat. Donc c'est un électron libre. Cependant, il ne donne pas les bulles, il ne donne plus rien, donc je ne sais pas si on en verra beaucoup. Je ne suis pas convaincu de ce profil. Ensuite, nous allons voir les Crypt Guards. Donc les Crypt Guards, c'est 10 modèles. Donc ce sont des serres, donc vous allez pouvoir monter 3 avec les bons mots-clés, tous les buffs qu'on a pu voir autour, un PB save à 6, et eux ils ont la même règle du bodyguard qui vous dit que quand cette unité est within combat range, wholly within, attention, donc ça peut être difficile, il va vraiment falloir les coller, mais bon, quand un héros non monstre est entièrement à 3 de cette unité, les deux unités partagent une ward à 5. Donc vous allez rendre plus tanky vos héros à pied. Les héros que vous allez accompagner, qui vont frapper et les faire buffer eux. Et donc vous bénéficiez d'une ward à 5, c'est très très bon. 3 attaques, 4-4, moins 1, une fois par partie, il va passer à 4 attaques, et vous avez les autres bonus qu'on a pu voir des héros pour les buffer sur du crit to hit, là on a du auto wound à 5 avec le spell, et ainsi de suite. Cependant, ils ont une One Spartan Combat Phase, qui est un petit peu étrange, qui vous dit que si cette unité est en combat, avec une unité ennemie qui les a chargés ce tour-ci, vous avez réceptionné, donc s'il y a eu Shoran, on se rappelle avec sa désillusion, vous avez plus un de rend. Bah non, s'il y a déjà anti-charge, donc ça ne l'accumulera pas. J'ai rien dit. Sur 3+, pour le reste du tour, cette unité a Strike First, mais par contre, vous ne pourrez plus faire de jet de ward. Donc c'est un petit peu étrange, je trouve, parce qu'en fait, vous voulez que cette unité ait une ward à 5 pour être un peu plus tanky, elle protège un héros, donc si vous recevez une charge sur 3+, vous avez Strike First, donc c'est bien, vous allez combattre. Par contre, vous perdez votre ward, donc si vous ratez votre phase de close, et c'est pas non plus la meilleure unité pour close, ça reste quand même fort. Ça vous fait 30 attaques le pack de 10, hein, 31 avec le champion en auto-wound, mais faites attention à l'usage de cette dernière, je suis pas sûr qu'on l'utilise tout le temps, en tout cas ça peut être une occurrence de Strike First, pourquoi pas. Ensuite les Morbid Knight, donc eux ils sont Knight, donc ils vont pouvoir avoir plus 1 dégât quand ils sont
avec la bonne des illusions. Attention, heureusement, ça s'applique pas aux montures, mais qu'aux mecs avec les lances. 4 PV, save à 4, bouge de 12, avec le NS, avec le bon sort, je veux dire, plus de mouvement, plus un bless. Donc on retourne sur du 3-3, moins 1, 2 en charge, moins 1, 3 potentiellement. Une bonne unité qui peut aller à frappe en profondeur, qui a toutes les bonnes choses. Et en plus de ça, elle a une très bonne règle. Heureusement, c'est qu'une One Spartan Army, sinon ça serait dégénéré. Vous prenez cette unité qui est engagée avec une unité. Vous allez faire D3 blessures mortelles, donc c'est le bon D3, c'est pas D3 sur 2+. Et cette unité peut retreat, comme si c'était votre phase de mouvement, et pas de blessure mortelle est engagée. Donc, vous chargez une unité, vous combattez. Si vous n'avez pas détruit l'unité, c'est pas grave, vous n'êtes pas engagé, du coup vous allez retreat comme si c'était votre charge, sachant que vous volez, donc vous pouvez retreat derrière vos adversaires pour aller vous mettre en position d'aller charger ou contre-charger un truc autour d'adverse et toujours être en Rennes-1 dégâts 2. Bon, bah, rien à dire. Hein. Le seul défaut de cette unité, c'est qu'avant, bah, vous aviez très facilement plus une attaque sur les compagnons et les lances. Là, vous perdez un nombre d'attaques parce que vous n'avez plus ce bonus, c'est qu'une seule fois par partie. Cependant, ça reste une seule fois par partie qui est très fort avec toutes les occurrences qu'on a pu voir, les plus 1 dégâts, les plus 1 bless, les plus de mouvements, les wards à 5. Voilà, et ça reste une très très bonne unité à ne pas, comment ça s'appelle, penser qu'elle est faible. Bien sûr, si vous voulez jouer en plusieurs occurrences, il n'y en a qu'une seule qui pourra faire ce retreat and charge, quoi, ce retreat globalement. Mais c'est une super unité, donc on en avait plein, je pense qu'on va continuer à en voir. Maintenant, nous avons un autre héros, le courtier Crypt Hunter, donc Ward Assist, lui aussi il est noble, donc il va pouvoir donner ses peu de bonus de raise, et il peut prendre le devenir prêtre si besoin. Il se soigne de D3, lui, en face de héros, sachant que bah, c'est pas mal. Les abhorrentes se soignent de D3, lui se soigne de D3, donc un héros qui va être résilient. Bon, au corps à corps, par contre, hein, c'est 6 points de vie, c'est 5 points d'assist, ça se fait toucher, ça se fait éclater. Mais il a un bon profil de close, 5 attaques, 4-3, moins 2-3, donc ça tape plutôt fort. Et il se paye le luxe d'avoir le fight ability quand il combat. Il fait combattre une unité de Cryptoror avec plus un touche. Donc globalement, c'est un très bon héros qu'on va vouloir accompagner les Cryptoror et frapper avec. On va regarder tout de suite le profil des Cryptoror, mais s'il y a les ghouls à côté. Pourquoi? Parce que vu qu'il est buff, 4 points de vie, save à 5, bouge de 7. On a vu toutes les occurrences de mouvement qu'on peut avoir, de bonus de charge. 4 attaques, 4-3, moins 1-2. Donc vous serez en 3-3, moins 1-2. Anti-cavalerie, reine, moins 1. Crit auto wound, donc ça sature bien. Une fois par partie, bah, il peut avoir plus d'une attaque. Le calice qui les fait crit sur du 5+. Donc globalement, ça devient pour moi une très très bonne unité, les Cryptorors. Et en plus de ça, il gagne le mot-clé Evocator. Donc One Spartan Army, heureusement. N'importe quelle phase de combat, vous allez jeter 2d6 par modèle, donc ça joue par 3, donc vous allez jeter 12 dés. Chaque 5+, c'est une BM, donc vous allez gratter des blessures mortelles. Et si jamais vous affrontez une cavalerie, vous allez rajouter 2 dés, donc ça fait 4 dés par modèle. Bah, vous allez fracasser la cavalerie en blessure mortelle avant que le combat commence. Et après, vous allez taper dessus en reine -2, dégâts 2. Reine -2, dégâts 3 sous condition. Donc, ça vous fait comme ça, vous comprenez, hein, une super unité de combat qui est spécialisée anti-cavalerie. La cavalerie, c'est aujourd'hui un gros problème dans le jeu sous condition. Pourquoi? Parce que bah, ça bouge vite, ça charge, ça fait des dégâts. Souvent, ça fait des BM d'impact. Toutes les armées n'ont pas de quoi les gérer. C'est souvent save à 3, souvent avec de la ward. Donc là, vous avez vu, vous pouvez enlever de la ward. Vous allez pouvoir dégrader la save de l'adversaire, combattre en crit auto wound. Bon, ça fait beaucoup de bonus, donc une très très bonne unité qui avait un peu de mal à trouver sa place depuis la V2. Donc là, on va voir quelque chose de sympa. Pour les ghouls, un PV save à 6, crit auto wound, 4-4 sans reine dégâts 1, donc c'est du mortel standard, plus un reine quand vous êtes entièrement à 12 d'un noble ou d'un abhorrent. Donc bah, c'est pas mal, hein, ça sature bien, ça a beaucoup d'attaques, beaucoup de modèles. Si l'auto ne vous plaît pas, vous pouvez chercher le crit to hit sur les 5+, éventuellement. Donc c'est loin d'être déconnant. Les ghouls, les builds full crypt de ghouls avec le auto wound, ça a fait rire 0. Heureusement, vous avez perdu ce plus une attaque tout le temps. Là, ça sera qu'une fois par partie, donc ça rééquilibre un peu la balance. Mais vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'autres règles qui viennent booster l'armée. Donc, top. Vraiment une bonne unité à ne pas sous-estimer. Ensuite, on va voir le Crypt Infernal Courtier. Donc lui aussi, il est noble, bon mouvement de 12. 6 PV, ça va 5, c'est un peu fragile, mais ça reste un personnage qui a quand même 4 attaques au tir, 4-3, 4-3, moins 2 des 3 shooting combat. Donc le moins 2 des 3, c'est pas mal du tout.
Et on vous dit, pendant votre phase de mouvement, vous allez prendre une unité de Crypt Player qui a utilisé du coup l'habilité, leur habilité à eux, voilà, on va pas s'emmerder, qui vous dit qu'en fait vous pouvez setup cette unité de Flesh Eater courte entièrement à 12 d'un héros Flesh Eater courte et à plus de 9 des adversaires. Et du coup vous allez pouvoir setup ça D3 plus loin. Donc globalement, si c'est une frappe en profondeur, ça vous fait D6 plus D3, donc ça vous fait quand même pas mal de mouvements pour cette unité-là. Ensuite, vous allez avoir en phase de tir, si vous faites des dégâts à votre tir de cri, normalement vous devrez y arriver, 4 attaques D2, moins 2 D3. Donnez plus 1 dégâts au Crypt Flayer, donc eux qui ont 4 attaques, pareil, en moins 2, donc ils passeront en moins de 2. Très intéressant, ce sont des Knights, donc ils peuvent passer en dégâts 2, 4 attaques, 4, 3, moins 1, 1. Ils auraient peut-être aimé avoir le crit to hit, mais bon. En tout cas, c'est une unité qui peut avoir du mouvement. On sait qu'il y a un héros qui peut partir en frappe en profondeur avec d'autres unités. Ça peut être lui, eux se téléportent derrière. Vous pouvez vraiment avoir comme ça un gros dispositif qui se téléporte. Intéressant, c'est une bonne unité globalement, qui a du mouvement. Voilà, c'est le combo des deux, ça fonctionne bien. Je sais pas si on va avoir des builds autour de cela, mais globalement, ça va vous permettre de gagner un peu de dégâts au tir, de gagner des dégâts au corps à corps. Voilà, ça fonctionne bien. Et pour finir les unités, du coup, nous avons l'unité qui est l'unité Warcry, les anti-monstres, donc 3 attaques, 400 de dégâts, plus un règne contre les monstres et les beasts, et les unités monstres ne peuvent pas essayer de rampage quand ils sont en combat avec eux, et ils perdent 1 de dégâts quand ils sont engagés avec eux. Ils n'ont pas besoin de les cibler eux, donc si jamais la méta aujourd'hui c'est pas spécialement les monstres, on a un monstre qui est un peu totem, qui apporte des buffs, toutes ces choses-là, mais contre certaines armées, moins un dégât et pas de rampage, ça peut être très fort, notamment face à Sob ou des armées comme Sylvanette qui peuvent jouer beaucoup de monstres sous certaines conditions. Donc ça se réfléchit, une unité qui paye pas de mine, mais qui aujourd'hui peut trouver sa place. Ils sont serres, donc vous pouvez remonter aussi 3 voire 6 par tour, donc assez intéressant comme unité. Nous avons fait le tour donc de toute l'armée Flesh Eater courte, donc vous comprenez que ça joue de manière différente. On conserve quand même un peu cette volonté qu'il pouvait y avoir dans les anciennes occurrences de règles. On a une nouvelle armée, on va jouer d'une nouvelle manière. Elle peut perdre sur certains points, vu qu'elle perd des attaques en létalité, mais vous avez vu, vous pouvez en gagner sous plein d'autres manières. Je pense que les joueurs fake vont redécouvrir une armée, une manière de jouer qui est beaucoup plus intéressante. Vous allez faire des choix. Il y a un petit peu d'aléatoire qui va s'appliquer, mais pas tant que ça. Le list building va être très intéressant. Et aujourd'hui, je pense que Fleischer Court va prendre une place sur les plateaux de jeu de manière très importante parce que l'armée semble très forte. Je n'ai pas eu encore le temps de regarder ce que c'est que Nighthaunt, mais en tout cas, je trouve que la rédaction que l'éditeur apporte à cette armée est très intéressante et j'ai hâte de voir le reste plus tard. Je ne vais pas vous présenter les régiments et armées de renom dans cette vidéo, je le ferai à part. Je sais que j'ai déjà dit, j'ai du retard sur Khorne, Idonet, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Caradron, donc je vais essayer de me dépêcher de faire tout ça le plus vite possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique partenaire Phoenix Wargame avec le code EJ majuscule, vous avez moins 10%. N'hésitez pas à nous suivre sur le Tipeee. Et puis moi, je vous dis à une prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde!